Ok, voilà, donc ça c'est une présentation générale, donc vue panoramique, haute altitude, pour montrer différentes facettes du problème et voir non seulement le pourquoi, mais aussi le comment. En ultra résumé, pour présenter Aquacé pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une entreprise qu'on a créée en 2015. Nous sommes basés à Limoges, mais on travaille à l'international. On fait des diagnostics techniques en fait sur des usines, des bâtiments techniques, etc. On fait de pilotage de la performance, donc ça c'est plutôt de l'analyse de données, et puis sinon de l'accompagnement stratégique. Et donc on intervient sur les collectivités, les bâtiments techniques, par exemple un hôpital, et puis bien sûr sur les sites industriels. Ok, l'eau sur Terre, puisque c'est un petit peu la base. Pourquoi y aurait-il une transition hydrique, puisque nous sommes sur une planète bleue, il y a de l'eau partout, etc., etc., et qu'en plus on n'en perd pas depuis X milliards d'années. Il y a un institut américain qui s'est amusé, entre guillemets, à récupérer toute l'eau sur Terre pour en faire une bulle, et ça donne ça. Donc en fait, ça c'est toute l'eau sur Terre. Bien sûr, la quasi-totalité de l'eau sur Terre, c'est de l'eau de mer, vous ne pouvez pas l'utiliser, les milieux naturels terrestres ne peuvent pas l'utiliser. Donc la deuxième petite bulle, ça c'est le volume total d'eau douce sur Terre. Bien sûr, la quasi-totalité n'est pas accessible parce que ce sont des pôles où l'eau est en trop grande profondeur. Et le petit truc que vous n'avez pas vu au début, ça c'est l'eau douce disponible. D'accord? Donc là, on commence à comprendre que peut-être il va y avoir un problème et qu'il ne faut surtout pas toucher à cette petite bulle parce qu'on dépend de tout ça. Alors bien sûr, ce n'est pas un stock, puisqu'on a le cycle de l'eau. Ici, c'est une représentation très schématique et fausse du cycle de l'eau, devenue fausse. On expliquera tout à l'heure pourquoi, qui fait que, bah oui, on a une évaporation, on a une condensation et de nouveau de l'eau douce qui va irriguer en fait les territoires. Alors les moteurs du changement par rapport à cette représentation un peu idyllique que j'ai présentée au niveau du cycle de l'eau, ils sont multiples. Premièrement, on a une anthropisation du parcours terrestre de l'eau. Autrement dit, pour faire très simple, vous avez de l'imperméabilisation, on a rectifié les cours d'eau, on a asséché les zones humides, etc., etc. Quand il pleut, l'eau se barre vers la mer. Elle ne reste pas sur Terre, elle n'est plus disponible. Ou alors pendant un temps très court. Deuxièmement, on a fait de la surconsommation. Vous avez des très très grandes villes, puisqu'il y a eu une urbanisation, on a concentré les zones industrielles et compagnie. À chaque fois que je rajoute 100 000 personnes dans une grande ville, à Bordeaux, à Toulouse, où vous voulez, le milieu naturel, gentil, il ne dit pas si c'est ça, je vais agrandir la taille des nappes phréatiques, comme ça vous aurez de l'eau tout le temps. Donc on est sur un système qui était la plupart du temps déjà tendu, et bien sûr parce qu'on a une augmentation du nombre de personnes, une augmentation de l'activité humaine, et une concentration à la fois dans les prélèvements, mais aussi dans les rejets, en fait on est en train de mettre une pression localement parlant, qui devient parfois intenable. Bien sûr, vous en avez entendu parler, le dernier né dans la famille, ce sont les PFAS. Avant, c'était les microplastiques, avant, c'était les perturbateurs endocriniens, avant, c'était les résidus de médicaments, etc., etc. Avoir de l'eau, c'est une chose, avoir de l'eau polluée, c'est totalement différent. D'accord? Ça, ce sont des principes que je vais qualifier de physiques, qui font qu'il y a déjà en fait une pression sur la petite bulle, la petite ressource en eau. Et ce qui se rajoute dans ces dernières années, et sur un système qui est déjà en tension, j'insiste là-dessus, c'est le changement climatique. Le changement climatique, en fait, le système, il était déjà en tension, et le changement climatique, il fait ça. En résumé, il n'y a aucun système qui est capable, aucun système, ni naturel, ni humain, qui est capable de supporter de telles variations. C'est ce que l'on a connu plus particulièrement dans les dernières années. 2022-2023, sécheresse, 2024, inondation. D'accord? Donc, et ça, c'était pas exceptionnel. Ça va être la météo, en fait, régulière, le climat, tout le temps. Il y a un dernier moteur de la transition qui est complètement différent, qui, lui, n'est pas physique, qui est le coût global de l'eau. J'y reviendrai tout à l'heure. À cause de cette modification, on voit que, par exemple, déjà au niveau français, si on compare les décennies fin des années 2000 et puis après les années 2000, on a déjà une perte de 14% de la ressource en eau disponible. D'accord? Cette ressource en eau qui est ici qualifiée de renouvelable, c'est-à-dire l'eau que l'on peut utiliser et qui va se renouveler, on voit qu'on est déjà sur une mauvaise tendance. Et on ne parle pas, là je reviens, c'est pas 2050, 2100, hein, on est déjà sur quelque chose qui est quand même assez conséquent. Se rajoutent à ces problématiques en fait d'anthropisation, etc., etc., bien sûr certains aspects du changement climatique. Et ici, cet été, on a subi 2 canicules. Tout le monde trouvait qu'à 40 et quelques, c'était vraiment intenable. Bon, les dernières estimations de non pas France Télécom, mais Météo France, vous voyez que ça va monter à plus de 50. Bon, imaginez bien que non seulement vous allez avoir un problème eau, mais vous allez avoir un problème de manière générale sur toutes les conditions, en fait, et il n'y a pas un végétal ni un humain qui tient dans ces conditions-là. Ok ? Bon, en résumé, ce qu'il faut comprendre de tout ça, c'est que tous ces différents éléments, anthropisation, pollution, surexploitation, etc., etc., ça se combine pour aller dans la mauvaise direction. Ok ?
Donc du coup, le nouveau cycle de l'eau, et pas celui que je vous ai montré tout à l'heure, il est représenté sur quelque chose qui est plus systémique, et on n'est pas du tout sur un gentil cycle qui fait ça, parce qu'en fait, c'est un système, d'accord? Si vous prenez l'eau à un endroit, ceux qui sont plus loin, ils l'ont plus. Et voir l'eau n'arrive même plus vers la mer, etc., etc., d'accord? Donc voilà, en fait, l'eau, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un système. Nous vivons tous, et les milieux naturels aussi, sur ce système, et d'avoir déstabilisé ce système, ça va avoir des conséquences extrêmes sur nos conditions, à la fois au niveau de nos activités, mais même nos conditions de vie. En résumé, pour faire ça de manière assez rapide, fin du monde open bar. Le monde magique de Harry Potter dans lequel on ouvre le robinet, il y a de l'eau propre qui coule, on tire la chasse, les eaux usées partent et tout va bien Madame la Marquise, c'est fini. Bien sûr, c'est très hétérogène. Si vous êtes à Limoges, si vous êtes à Brest, si vous êtes à Perpignan, si vous êtes ailleurs dans le monde, les conditions en fait sont totalement différentes parce qu'elles dépendent de l'hydrogéologie, des usages, etc., etc., et du changement climatique. Il y a un autre moteur du changement qui est très important, c'est le coût global de l'eau. Là, il y a une erreur fondamentale que nous, sur laquelle on a beaucoup travaillé au niveau d'Aquasé, qui est qu'il y a 10-12 ans qu'on a commencé à parler de ça, les gens nous ont dit, mais non, l'eau, il y en a partout, et puis c'est pas cher, ça coûte rien, pourquoi est-ce qu'on irait s'embêter à aller faire de l'amélioration, investir, etc., etc. L'énergie, ça coûte beaucoup, etc. Et donc ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux parce que, en fait, à chaque fois que vous utilisez de l'eau, notamment si vous avez des activités économiques, mais c'est valable chez vous, en fait, vous avez énormément de matériel, donc de l'investissement et des coûts d'exploitation. Ça, c'est un coût de l'eau. Si je réduis de 50% mes consommations d'eau, peut-être que je peux réduire de 50% le nombre de pompes, le nombre d'osmoseurs, le nombre de ci, le nombre de ça. Et non seulement en investissement, mais bien sûr en coût de fonctionnement. Ensuite, il y a une autre erreur, c'est que tout ça, ça consomme énormément d'énergie, en fait. D'accord ? Et donc, premièrement, il y a une grande partie des coûts de l'énergie qui sont en fait des coûts de l'eau. D'accord ? Si je réduis de 50%, ça va réduire aussi de 50% de l'énergie. Et puis ensuite, quand l'énergie commence à faire ça, comme il y a quelques années, vous voyez vite que le modèle économique qui était basé sur de l'eau soi-disant pas chère, en fait, il a complètement explosé. En plus, l'eau, elle est utilisée pour une performance opérationnelle. Ça peut être du transfert de chaleur, ça peut être du nettoyage, tout ce que vous voulez. Et si vous avez une mauvaise gestion de l'eau, vous allez avoir une baisse de performance. Ça n'a rien à voir avec l'environnement, ça n'a rien à voir avec les ressources. C'est juste que vous êtes en train de perdre de l'argent. D'accord ? Donc ça fait partie du coût de l'eau aussi. En ultra résumé, toujours pareil, nous on utilise classiquement l'iceberg en disant ok, vous avez les coûts matières, les coûts d'accès à l'eau, vous avez tous les coûts directs qui sont les investissements, l'exploitation, et vous avez en fait tous les coûts indirects qui sont des conséquences si vous avez des arrêts de prod, etc. Et nous verrons dans les présentations notamment d'acteurs bancaires certains chiffres. En résumé, les coûts de l'eau sont très 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 sous-évalués, quel que soit l'acteur économique. Bien sûr, si vous êtes une usine de chocolat, une plateforme de pâte à papier, n'importe quoi, ça varie. Mais les ordres de grandeur, c'est quelques euros le mètre cube pour les coûts matières, quelques dizaines d'euros le mètre cube les coûts directs, plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'euros le mètre cube pour les coûts indirects. Quelles conséquences économiques, puisque la situation dans laquelle nous sommes rentrés en fait va être stabilisée. Ce que l'on a vu, c'est que dans les tendances long terme, grosso modo, la direction n'est pas la bonne. Par contre, ce qui nous impacte aujourd'hui, c'est pas l'aspect long terme. Je vais vous dire ce qui se passe en 2050 et 2100, c'est vraiment pas notre problème, parce qu'on aura des problèmes, on a déjà des problèmes bien plus importants à gérer aujourd'hui. Parce que ce que l'on a à gérer aujourd'hui, ce sont les aléas. Et en fait, c'est ce qui s'est passé directement, nous, pour nos clients, grands comptes industriels, mais aussi les collectivités, lorsqu'on arrive en rupture d'alimentation en eau potable. Ce qui se passe en 2050, c'est pas trop leur problème quand il faut livrer des bouteilles. D'accord ? Donc ici, ce qui impacte directement à la fois les milieux naturels, mais aussi les activités humaines, ce sont les aléas climatiques, et on l'a vu dans ces dernières années avec, bien sûr, sécheresse, inondation. Donc en fait, ça, c'est un deuxième point qui est extrêmement important, c'est que l'eau, c'est un enjeu qui est local. Autrement dit, c'est un peu contre-intuitif par rapport à tout le discours environnemental et notamment vis-à-vis du carbone. Vis-à-vis du carbone, on est plutôt sur une approche globale. Ce que font les Chinois, les Mexicains, les Néo-Zélandais et compagnie, tout ça c'est mis dans une sorte de pot commun et tout le monde va bénéficier, entre guillemets, des conséquences négatives de tout ça. L'eau, c'est complètement différent. L'eau, c'est local. Vous dépendez totalement de la masse d'eau dans laquelle vous avez vos prélèvements et vous allez impacter la masse d'eau à côté de vous dans laquelle vous allez avoir vos rejets. Si vous avez des problèmes sur ces deux masses d'eau, c'est vous qui êtes impacté. Et pas en 2050, vous êtes impacté immédiatement. Et ce qui se passe même dans un autre bassin versant, même si c'est pas très loin, entre guillemets, c'est dommage pour eux, mais ça vous impacte pas forcément. Donc vous voyez, là, ça veut dire qu'au niveau local, il faut non seulement avoir une analyse de votre contexte, ce que nous on appelle le contexte hydrique local, quelles sont les ressources autour de moi, quels sont les autres usages avec lesquels je vais rentrer éventuellement en conflit, quelles sont les infrastructures et services qui relient l'un à l'autre, et quelle est la gouvernance de tout ça. Parce que si on rentre en restriction avec des aléas, ça va peut-être pas être facile à gérer.
Donc du coup, là-dessus, il ne faut pas oublier que tout ce qui soutient ça, ce sont les milieux naturels. Petit rappel, ce sont les milieux naturels qui font le cycle de l'eau. Si nous avons de l'eau toute l'année, c'est parce qu'il y a des végétaux qui les ralentissent, parce qu'il y a des matières organiques dans le sol, etc. À chaque fois qu'on détruit le milieu naturel, nous détruisons le cycle de l'eau. Et tout ça, bien sûr, il faut dire, ok, aujourd'hui c'est ma situation, mais demain, en 2000, je ne sais pas combien, qu'est-ce qui va se passer? La conséquence pour un acteur économique, c'est que l'eau, c'est un levier de performance global. Non seulement on a un coût global de l'eau, mais derrière, c'est ma capacité de production qui peut être entamée. Donc là, vous voyez un petit peu une idée des grands impacts. Pour une collectivité, c'est à peu près pareil, parce qu'en fait, une collectivité a aussi un rôle d'acteur économique. Par exemple, une usine d'eau potable et une station d'épuration, ce sont des sites industriels, sur lesquels vous pouvez, vous aussi, faire de l'amélioration. Mais l'impact, bien sûr, pour une collectivité, c'est le développement économique. S'il y a une mauvaise gestion de l'eau dans la durée, ben, comment est-ce que vous allez faire pour maintenir les activités existantes et quelle est votre capacité à en accueillir de nouvelles? Quels sont les ordres de grandeur au niveau des impacts? L'eau impacte tout, d'accord? Tout, c'est pas compliqué, ça impacte tout. Donc forcément, si je touche sur l'eau, je vais tout impacter. Vous avez une étude des Nations Unies en fait, qui est sortie en 2019 qui estime que d'ici 2050, 45% du PIB mondial est en risque uniquement par rapport à l'eau. Petit rappel, la Covid, c'était 7 à 8%. D'accord? Donc vous voyez, ça c'est pour 2050. Et bien sûr, ça ne va pas faire gentiment, on monte, et puis après il y a une chute. D'accord? En fait, on va avoir ça. C'est-à-dire que si ça se trouve l'an prochain, ben on va avoir peut-être un risque sur 5-10%, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, ça va être extrêmement impactant. D'accord? Ça, c'est les ordres de grandeur. Il y a d'autres choses qui commencent à apparaître, et là, vous voyez que, par exemple, il y a des acteurs qui sont en train de dévaloriser des actifs en raison du stress hydrique. Vous aviez une usine dans telle zone, dans votre bilan, etc., elle est marquée pour tant d'euros, ben moi, je la divise par 10. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir plus d'eau, donc en fait, elle vaut plus grand-chose. Vous voyez, ça, c'est des aspects qui sont aussi non négligeables. Alors, on pourrait dire, parce que jusqu'à présent, on a tout résolu avec de la technique et de l'énergie, ben, on n'a qu'à continuer technosolutionnisme. Petit exemple, le barrage de Serre-Ponçon, donc plus grande retenue d'eau d'Europe. Et ben donc, en 2022, le niveau chute de 17 mètres. Quel est l'impact? Et ça, je vous montre X exemples partout dans le monde. En fait, le problème, c'est que ces infrastructures induisent un surdimensionnement des usages derrière. D'accord? Pourquoi? Ben parce qu'on a de l'eau, donc on a la capacité à irriguer, etc., etc. Et dès qu'il y a un problème, en fait, c'est la catastrophe. En fait, toutes ces infrastructures génèrent, lorsqu'il y a un problème, un effet rebond. Okay? Ce qui est la même chose qu'avec l'énergie, etc., etc. Vous avez aussi le dessalement qui est très en vogue. Et donc, du coup, par exemple, 2011, en 2008, il y a une grande sécheresse qui frappe la Catalogne. Et donc, Barcelone dit, je vais résoudre le problème, je vais fabriquer la plus grande usine de dessalement d'Europe. Comme ça, on est tranquille pendant des décennies, voire des siècles. Moyennant quoi, en 2024, ils ont alimenté en bateau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas géré les usages. Parce qu'ils n'ont rien géré du tout. Ils ont juste dit, j'ai un problème, je mets un sparadrap, puis si j'arrive, je mettrai un deuxième sparadrap, etc., etc. Dans le nouveau monde, avec la première partie de ma présentation, ça marche plus. Pourquoi? Parce que c'est pas avec vos petits bras que vous allez retenir le tsunami. Vous pouvez faire vos pâtés de sable, là, etc. Ça marchera pas. Les ordres de grandeur, le problème qui est en train d'arriver, il arrive beaucoup plus vite, il est beaucoup plus grand et il est beaucoup plus complexe. La technologie peut permettre de résoudre telle ou telle conséquence, mais en aucun cas de traiter le problème. Donc du coup, là aussi, il y a quelque chose que j'aime bien dire, c'est que qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez remplacer le cycle naturel avec de la technologie. Le cycle naturel, il n'a pas de panne, il est gratuit, il ne consomme pas de ressources ni d'énergie, il ne pollue pas, il n'émet pas de CO2, il ne demande pas de travail et pas de maintenance. Et vous croyez que tous les modèles économiques vont pouvoir tourner en disant tout ça, je le fais avec des usines? Ça ne marche pas, d'accord? Donc, seule conclusion, transition hydrique. Qu'est-ce que la transition? Là, il faut définir. Amélioration, substitution, transition. J'ai une voiture, les concessionnaires, etc., le garagiste, il me dit, je t'ai fait un réglage, au lieu de 6 litres au 100, tu passes à 5 litres au 100. Très bien, amélioration. Je n'ai absolument rien changé au reste. Au bout d'un moment, je dis, non, mais même 5 litres, c'est pas bien, je vais prendre un moteur électrique. Substitution. Je n'ai strictement rien changé au reste. Je n'ai pas changé le besoin de transport, je n'ai pas changé l'organisation du transport, je n'ai rien fait. J'ai fait de la substitution. Donc, qu'est-ce que la transition? La transition, c'est une définition du ministère, reconfiguration fondamentale du fonctionnement et de l'organisation du système. Et ça touche les secteurs technologiques, économiques, écologiques, socioculturels, etc. D'accord? C'est une transformation. Donc, dans le domaine de l'eau, et on peut prendre la même chose avec le transport, ça veut dire qu'on change l'organisation du transport. Okay? Sinon, ça ne marcherait pas. Donc, pour l'eau, nous sommes face à un enjeu systémique. Les solutions ne peuvent être que systémiques. Sinon, ça ne marchera pas.
Au niveau d'un territoire, ça veut dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut faire une étude de son contexte hydrique local. Pourquoi? Parce que des fois, vous êtes dans une région qui est très polluée, des fois, c'est une région dans laquelle, comme par exemple ici, c'est un socle granitique, et donc il n'y a pas d'eau dans le sous-sol, alors que si on va au niveau de la Gironde, ben oui, il y a différentes nappes qui permettent d'avoir des ressources. Donc, à chaque fois, c'est vraiment la question enjeu hydrique local. Alors par rapport à ça, une fois que vous avez fait votre analyse et que vous avez fait votre analyse, disons, à votre niveau, vous avez compris à la fois la tendance, les risques, les points d'amélioration, etc. Ben, on dit, nous, la première chose à faire, c'est de transformer les usages, d'accord? C'est ce qu'on a fait pour l'énergie. Dans l'énergie, on n'a pas dit vous avez froid dans votre maison, on va rajouter des chauffages. Au bout d'un moment, on a dit bon bah là, vous allez fermer les fenêtres, vous allez mettre des doubles vitrages, vous allez isoler, éventuellement vous mettez un pull et même vous allez voir vous avez chaud, d'accord? On a arrêté d'essayer de traiter les conséquences. Donc ici, la principale problème en fait qui s'est installé en fait sur nos territoires, c'est que les usages n'ont pas été limités, n'ont pas été gérés. On est en train de faire une étude avec la Caisse des dépôts et consignations sur la relation eau et industrie. Il n'existe pas de schéma directeur eau industrielle sur aucun territoire. Ça existe pour l'eau potable, mais pas pour l'eau industrielle. D'accord? Donc s'il n'y a pas cette transformation des usages, et vous voyez, j'en ai mis un en gras qui est le renoncement, on verra en fait différents cas qui sont présentés cet après-midi, et ben en fait ça ne marchera pas. Bien sûr, il faut restaurer le cycle de l'eau. Ça ne sert à rien, entre guillemets, de dire je continue, je me préoccupe de mon petit périmètre technique, je suis 100% performant dans mon usine, mais le reste, bah, c'est pas moi, donc ça ne marchera pas non plus. Donc il faut qu'il y ait une restauration du cycle de l'eau, c'est-à-dire des imperméabilisations, etc., etc. Et bien sûr, tout ce qu'on n'a pas pu éviter, oui, il peut y avoir la nécessité de mettre en place des solutions techniques. Mais là, vous voyez déjà que d'un point de vue financier, les solutions techniques, en termes de nombre, en termes de quantité, en termes de taille et en termes de qualité, ça ne sera pas du tout la même chose. D'accord? Quand vous avez évité 75% du problème, vous n'avez que 25% du problème à traiter. Et là, il y a un enjeu majeur, c'est que faire de l'efficacité hydrique à l'intérieur de son propre périmètre, chez moi, avec des mousseurs, dans une usine, etc., c'est bien. Mais là, on est face à un territoire. Sur le territoire, vous avez des agriculteurs, des industriels, des gens qui font du tourisme, la population générale, un hôpital, etc., etc. Et tous ces gens-là, il faut leur dire, OK, maintenant, fin du monde open bar, il va falloir vous réorienter. Ça, c'est un des très très gros enjeux pour les territoires, c'est comment créer une dynamique territoriale. Du coup, je vais faire un petit zoom sur la transformation des usages, puisque pour le coup, c'est ce qui nous préoccupe chez Aquacé. Donc une action sur les causes, et pas la gestion des conséquences. Ça veut dire qui fait quoi à l'intérieur d'un périmètre technique, ça peut être votre maison, mais ça peut être aussi un site industriel, un hôpital. Et donc on va identifier qui fait quoi avec l'eau, toutes les opérations en fait, qui traitent et qui utilisent de l'eau. Et sur chacune de ces opérations, on va voir comment est-ce qu'on peut réduire en fait, les consommations, mais aussi les pollutions émises. Tout ce que je ne mets pas dans l'eau, je n'aurai pas à le traiter derrière. OK ? Une fois que j'ai fait ça, je peux reconfigurer. C'est un petit peu ce qui a été fait avec les déchets. On a arrêté il y a quelques années de dire oui, les pots de banane, les bouteilles en plastique, les médicaments, tout ça c'est des déchets, je mets tout ça ensemble, je mélange et maintenant débrouillez-vous avec le problème que je viens de faire. Pourquoi? Parce que ce sont des déchets de nature très différente. Dans le domaine de l'eau, on continue à prendre toutes les eaux, on les mélange et on les envoie dans la station d'épuration en leur disant « Maintenant, débrouillez-vous avec le problème que je viens de créer ». Non, il y a des eaux claires, il y a des eaux qui contiennent des matières grasses, il y a des eaux qui contiennent des détergents, d'autres qui contiennent des médicaments. Et donc, on pourrait aussi organiser du tri à l'intérieur des sous-effluents pour sortir des eaux qui peuvent être valorisées, mais aussi sortir des eaux qui ne doivent pas être traitées en station d'épuration, mais plutôt en termes de déchets liquides. Tout ce qu'on n'a pas pu éviter, il va falloir le traiter. Il n'y a pas de problème, la technologie sert à ça. Et bien sûr, c'est le niveau zéro de la stratégie, faire la chasse aux fuites et au gâchis. Vous n'imaginez même pas ce que nous, on trouve sur les sites depuis 10-12 ans. OK, donc j'ai fait ma cartographie, je comprends qui fait quoi avec l'eau, et donc du coup, je sais à quel endroit, comment agir et où agir. Je me retrouve avec une liste d'actions à mener, un petit peu comme si vous allez chez le médecin, il ne vous dit pas prenez la pilule B et puis tout ira bien, il vous dit vous allez arrêter de fumer, vous allez faire un peu de sport, vous allez faire ci, ça. Bah nous, c'est un petit peu ce qui se passe. La transition hydrique, c'est une transformation. C'est pas je mets un patch ici et une technologie là. Ok. Ça veut dire qu'il y a une combinaison d'actions qui est à quantifier, à hiérarchiser, et bien sûr, c'est une démarche collective et une amélioration continue. Petit exemple donc qui a été réalisé par Alexandre Fex, qui est notre directeur des opérations, sur les interventions uniquement sur site industriel. Vous voyez qu'on a en moyenne 27% de réduction, avec des gens qui consomment beaucoup, d'autres qui consomment peu. On a fait la même chose, ça sera présenté cet après-midi, dans le cadre des collectivités. On aboutit à peu près au même résultat. Ce qui est intéressant, c'est que les 3/4 en fait, de ces gains sont obtenus par des modifications, par de l'amélioration, pas du tout en rajoutant de la technologie. Pourquoi? Parce que comme l'eau c'était open bar, on a fabriqué des passoires hydriques comme il y a eu des passoires thermiques.
Nous faisons n'importe quoi avec l'eau, et je vous le montrerai en fin du colloque. Ok, donc l'enjeu du colloque et de tout le monde, en fait, de tous les responsables, c'est de dire, bon, comment est-ce que je vais faire pour engager et pour financer cette transformation de la relation à l'eau? Parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit. Et quand on voit l'ampleur du problème, quand on voit le nombre d'actions, on se dit, mais oui, comment est-ce qu'on va faire pour financer tout ça? Si vous m'avez bien écouté, vous avez très très bien compris que oui, la transition coûte cher, mais enfin, essayez l'inaction, vous allez vite voir que ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Voilà, et j'ai même pas eu le dernier triangle. J'en ai gardé pour un peu là. Merci beaucoup.